Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le lundi 23 novembre et tout de suite, voici les titres. La suite du procès en appel Xynthia. Aujourd'hui, les dernières parties civiles étaient appelées à la barre. Des témoignages clés qui vont permettre à la Cour de statuer notamment sur des détails précis de la catastrophe et de rejuger les prévenus. René Maratier, l'ancien maire de La Faute-sur-Mer, était d'ailleurs également auditionné ce lundi. Retour dans notre journal. D'autres hommages aux victimes des attentats de Paris du 13 novembre dernier étaient organisés ce week-end en Vendée. Au Sable-d'Olonne notamment, plusieurs personnes se sont retrouvées dans les bars du Remblai ou sur les terrasses malgré la pluie pour l'opération Tous au bistrot. Un moyen de montrer qu'il ne faut pas avoir peur. Enfin, nous irons faire un tour dans la nouvelle petite cité de caractère vendéenne. L'annonce a été faite aujourd'hui. Mouchamp a enfin obtenu ce précieux label qu'elle attendait depuis 2008. Faire partie des petites cités de caractère des Pays de la Loire permet plus de visibilité et surtout d'obtenir une subvention pour continuer à développer l'offre touristique. Mais pour commencer ce journal, revenons sur le procès en appel Xynthia qui se déroule en ce moment à Poitiers. Ce lundi, les dernières parties civiles étaient appelées à la barre pour témoigner encore une fois de ce qui s'est passé durant la nuit du 27 au 28 février 2010. Un moment douloureux qui a fait remonter beaucoup de souvenirs à la quarantaine de parties civiles présentes depuis le début du procès. Elles attendent maintenant que les responsabilités soient établies. Samuel Grasset les a rencontrées. Témoignage. Depuis le début du procès, ils sont là, ils ont assisté tous les jours à l'audience, ils ont pris leurs habitudes, s'assoient presque toujours à la même place. Ils étaient encore une quarantaine de parties civiles ce lundi matin pour l'ouverture de la deuxième semaine de procès. Des sinistrés, des familles de victimes. Les 4 dernières parties civiles ont été entendues pendant 1h30 devant la cour. Des témoignages d'une vingtaine de minutes sur la manière dont ils avaient vécu cette tempête. J'avais pas spécialement envie parce qu'il faut tout raconter de nouveau et c'est pas plaisant quoi. Tout remonte à la surface et on n'a pas forcément envie. Et plusieurs parties civiles sont venues à ce procès un peu à reculons, repassés à la barre, tous n'y tenaient pas. Au premier procès au Sable-d'Olonne, la plupart des sinistrés, des familles de victimes avaient besoin de parler, d'être entendus. Ce deuxième procès, certaines familles le vivent plutôt dans la crainte qu'ils ne viennent anéantir tout le travail de reconstruction fait depuis 5 ans. Mon mari est en dépression profonde depuis la tempête. Donc j'ai peur qu'il allait un peu mieux, j'ai peur qu'il replonge forcément. Ce sont les associations de victimes et les avocats qui ont établi le choix des parties civiles qui témoignent à nouveau. Pour la plupart des sinistrés, il était important que leur voix soit à nouveau entendue. On est sans arrêt remis en cause en qualité de victime. On nous rappelle qu'on était presque suffisamment crétins pour avoir construit derrière des digues et que grosso modo c'est de notre faute. Or, l'année dernière, les condamnations ont fait qu'on a été considérés comme des victimes réellement. Et ceux qui sont responsables de nous avoir mis dans les cuvettes, ce sont les 3 condamnés, M. Maratier, Mme Babin et M. Philippe Babin. Les parties civiles attendent donc maintenant que la Cour confirme les responsabilités. Tous disent avoir confiance en la justice. Après les dernières auditions des parties civiles, c'était au tour de l'un des prévenus, René Maratier, l'ancien maire de La Faute-sur-Mer, d'être entendu par les juges. On retrouve Samuel Grasset présent lors de l'audience. Il parle d'un homme fragilisé, ému aussi pendant l'interrogatoire de la présidente. Oui, Apolline, c'est un ancien maire fragilisé qui est apparu à la barre. René Maratier a d'abord eu des sanglots dans la voix au moment où il a évoqué ce dimanche 28 février 2010. où il s'est rendu à la morgue pour reconnaître certains corps. Je connaissais plusieurs victimes, a-t-il précisé. J'étais KO debout. Cette phrase, René Maratier l'a répétée à 4 reprises pendant l'audience. Un ancien maire fragilisé aussi par les questions de la présidente sur son absence de réaction le soir de la tempête, alors qu'il y avait une alerte rouge, sur son absence de réaction face au risque d'inondation évoqué dans des documents bien avant Xynthia. Pour sa défense, René Maratier a répété que jamais il n'avait imaginé l'ampleur qu'allait prendre cette tempête. Quant à l'autorisation de construire des maisons derrière la digue de La Faute-sur-Mer, il a rappelé qu'il avait fait confiance à l'État dans l'instruction des permis de construire. Nous aurons évidemment l'occasion de revenir sur l'évolution du procès en appel dans de prochaines éditions.
Après les attentats du 13 novembre à Paris, de nombreuses initiatives de soutien et d'hommage ont été prises un peu partout en France. Jeudi dernier, une marche était organisée à La Roche-sur-Yon et samedi, une centaine de Sablés se sont retrouvés devant le monument aux morts de la place de la Liberté. L'occasion de déposer des fleurs et de chanter ensemble l'hymne national. Ce rassemblement a été lancé par l'association Vivre les Sables afin que tout le monde puisse se retrouver, échanger, partager ce moment fort en hommage aux victimes. Pour nous, il me semblait important de faire un geste, de nous rassembler, d'être ensemble aujourd'hui et que nos pensées aillent vers les victimes parisiennes. On ne peut pas ne pas y échapper, ne pas y penser, pas être ébranlé dans nos vies. Voilà. C'est pour être avec toutes ces familles qui ont perdu leurs proches, à tous ces enfants qui restent orphelins parce qu'il y en a quand même. Et puis bon, il faut pas baisser les bras, quoi. Il faut résister. Et toujours pour clamer haut et fort que la France et les Français n'ont pas peur de continuer à vivre et à sortir, même après de tels attentats. L'opération Tous en terrasse, initiée à Paris par l'ancien chroniqueur de Charlie Hebdo, Patrick Pelloux, a été reproduite en Vendée, et plus précisément au Sables d'Olonne vendredi dernier. Ils étaient assez peu nombreux dans les bars et en terrasse à affronter le froid et la pluie, mais les présents ont tenu à marquer le coup. De la vie et des sourires en ces temps difficiles. Reportage. Il n'y avait pas grand monde samedi soir aux terrasses des cafés des Sables, si ce n'est quelques fumeurs. La météo d'abord n'était pas de la partie, et puis l'appel de l'association a été assez peu entendu. C'est plutôt donc à l'intérieur que l'on a retrouvé les Sablais, des Sablais qui n'ont rien changé de leurs habitudes. C'est important de venir effectivement là où on vient habituellement, simplement pour montrer qu'on est convaincu qu'on continuera à vivre comme on a l'habitude de vivre, c'est-à-dire dans la liberté, qu'on est dans un pays qui représente la liberté, on en est fiers. Ici, au Sable, il faut le dire, il y règne un sentiment plutôt partagé, celui de se sentir en sécurité. Je pense que si tu rentres dans la peur, tu fais plus rien, tu sors plus, enfin je veux dire, c'est pas le projet, c'est montrer qu'on a peur, du coup la peur amène que la peur. On est convaincu que de toute façon, aujourd'hui, on a le droit de sortir, on a le droit de s'amuser, on a le droit de boire du champagne, on a le droit de boire de la bière, d'écouter de la musique et d'être heureux d'être parmi tous ces gens qui vont justement applaudir nos artistes. Un peu plus loin, dans ce restaurant, pas de changement non plus au niveau de la fréquentation. Les gens sont vraiment continués à venir manger au restaurant. On a une bonne affluence cette semaine, surtout le midi, le soir plus calme. Mais sinon, nous, on ne constate rien de changer chez l'habitude des gens. Depuis les attentats, au Sables d'Olonne, comme un peu partout dans les petites villes de province, les gens n'ont pas, de façon significative, bousculé leur agenda. Au chapitre politique à présent, on ouvre notre page élections régionales, élections qui auront lieu, je vous le rappelle, les 6 et 13 décembre prochains. Après les événements liés aux attentats de Paris, la campagne reprend pour tous les candidats en Pays de la Loire. Et après la présentation des 10 listes, nous allons nous intéresser aux principaux axes de campagne de chacune d'elles. Toute cette semaine, vous allez donc entendre chaque chef de file vous présenter les grandes lignes de son engagement. Et nous commençons donc suivant l'ordre établi après tirage au sort par la préfecture de région, par la liste Front National, portée au niveau régional par Pascal Gana. Celui-ci évoque le chômage, les impôts ou encore l'immigration. Parmi ses principaux axes, on l'écoute. Le premier axe, c'est s'attaquer au chômage, c'est-à-dire favoriser l'emploi local au travers des PME-PMI. C'est également la réduction des impôts et de la dette. C'est également le fait de préserver l'identité et la paix sociale vendéenne en essayant de limiter les effets et l'augmentation de l'immigration et particulièrement les fameux réfugiés et migrants qu'on tente aujourd'hui d'implanter à grands coûts de subventions publiques dans les terroirs vendéens. Et puis, autre liste, autre axe de campagne, on poursuit avec Choisir nos régions et réunifier la Bretagne. Une liste portée par Gilles Denigaud, ancien militant d'Europe Écologie Les Verts. La liste dénonce le redécoupage des régions et milite pour une réunification de la Loire-Atlantique à la Bretagne. Écoutez Gilles Denigaud au micro d'Arnaud Barrier.
Il faut réunifier la Bretagne, c'est-à-dire remettre la Loire-Atlantique là où elle n'aurait jamais dû cesser d'être, quand la Bretagne a été démantelée il y a près d'un demi-siècle. Ça n'a pas la même signification quand on a un territoire dynamique qui est bien dessiné géographiquement et qui a du contenu, ça permet de le développer. Ça, c'est véritablement notre mobilisation, notre combat, et on va être la seule liste à dire les autres veulent être élus pour gérer cette région. Nous, on veut la refonder, la remodeler, la démanteler, comme ils disent, pour en faire une vraie région qui a du sens économique et une pertinence en termes de projet de développement. Voilà, et nous aurons donc l'occasion d'entendre les autres têtes de liste tout au long de la semaine. Et puis à noter également que TV Vendée et les autres télévisions locales de l'Ouest s'associent pour proposer un débat du premier tour. Face à face, Christophe Clergeau, Bruno Retailleau, Pascal Gana et Sophie Bringui. Ils répondront à nos questions et débattront. Rendez-vous ce jeudi à 18 h pour une émission en direct. Un mot de sport à présent avec le résumé du week-end. Au menu des différentes compétitions, il y avait du basket avec la victoire de Châlons-sur-Chartres en National 1, du handball aussi avec une nouvelle défaite du club de Pouzauges. Dimanche dernier, la compétition de cyclocross a réuni de nombreux coureurs cyclistes qui ont ensuite été récompensés par Thomas Voeckler en personne. Enfin, pour finir du bike and run, le résumé en images par Élodie Pépin. C'est un tonnerre d'applaudissements qui a clos ce samedi la rencontre Châlons-Chartres en basketball. Les hommes de Freddy Massé l'emportent sur le fil du rasoir, 83-82, malgré une équipe décimée par les blessures. Une performance saluée par le coach. Tout le monde apporte quelque chose, y compris ceux qui ne jouent pas, y compris les jeunes joueurs qui ont joué très peu. Et comme je leur ai dit, tout le monde a apporté le comportement exemplaire sur le banc. C'est pas un hasard si la salle n'a jamais été aussi chaude cette année. C'est qu'on a été comme il fallait. Le Vendée Châlons Basket signe là sa 6e victoire de la saison. L'équipe est 5e au classement de national. Eux, par contre, n'ont pas transcendé le public. Le Pouzauges Vendée Handball s'est incliné ce week-end face à Asnières en match de national. Score final 25-28. Une nouvelle défaite donc pour l'équipe qui n'arrive pas à décoller depuis le début de la saison. On est passé pas loin, il aurait fallu faire 100% de réussite. Quelques ballons perdus au second espace, des échecs au tir. Et on a eu la chance de gagner 2-3 ballons d'entrée de jeu qui nous ont fait du bien. Je crois qu'ils mettent 2 buts en un quart d'heure en deuxième mi-temps. Donc c'était très positif et c'était très encourageant. Maintenant c'est injouable sur une saison. Et les Vendéens sont toujours derniers au classement. Et puis ce week-end, on a vu Thomas Voeckler au cyclocross d'Esnay. Le célèbre coureur de la team Europcar n'a pas participé à la compétition. Il a accompagné les 5-14 ans à vélo pour leur plus grand bonheur. Du côté de la Verrie, les amateurs de vélo et de course à pied s'en sont donnés à cœur joie pour le Bike and Run. 90 participants cette année contre 83 l'an dernier. Les organisateurs ont misé sur 2 parcours, 9 et 14 km, de quoi contenter tout le monde. La décision est tombée aujourd'hui. Mouchamps a officiellement obtenu le label Petite Cité de Caractère. Cette décision était attendue par le maire et ses administrés depuis 2008 et de nombreux travaux avaient été entrepris dans la commune pour répondre aux différents critères. Parmi eux, la protection du patrimoine historique, la mise en valeur du paysage naturel, mais aussi la valorisation touristique de la ville avec un cheminement, des visites guidées et autres animations proposées aux touristes. Pour cette petite cité de caractère du bocage vendéen de moins de 3000 habitants, ce label est une aubaine. Il va leur permettre d'obtenir une subvention pour développer le tourisme. Reportage Grégoire de Châtillon. Si vous avez déjà traversé le centre de Mouchamps, vous êtes alors passé par sa place principale, la place Clémenceau. Il est bien possible alors que vous n'ayez pas repéré tout le charme de la commune. En effet, la cité médiévale a tous les atouts d'une petite cité de caractère. Donc là, on se trouve dans la cour du vieux château avec un endroit phare pittoresque du bourg de Mouchamps où des artisans d'art sont installés. Cet endroit fait partie de notre sentier découverte pour le label Petite Cité de Caractère. Patrimoine, paysage, accueil touristique, tous les critères sont là pour obtenir cette distinction. Il aura fallu cependant des années à la commune pour s'y préparer. Des chantiers de sauvegarde ont dû être réalisés. Certains points noirs ont été aussi éliminés. Là où le charme opère sûrement le plus, c'est ici, à la chaussée.
Effectivement, toute la partie pittoresque, intéressante, c'est plutôt sur la droite, là où nous avions ce quartier historique de Mouchamps, autour de l'église qui était la chapelle du Château Fort. Donc toutes ces vieilles maisons superposées les unes sur les autres avec ces rues pittoresques et très étroites. Donc le quartier effectivement le plus intéressant est ici. À 20 minutes du Puy du Fou, dans le fief familial de Clémenceau, enterré ici, près de sa maison familiale, c'est sûr, ça crée déjà une dynamique. Côté nature, les rives du Petit Lay pèsent aussi dans la balance, avec des projets en perspective. C'est un endroit naturel remarquable, avec un sentier qui amènera donc les promeneurs de Mouchamps vers le Colombier. Et en profitant de cette chaussée, peut-être demain en y inscrivant des barques pour longer sur 2 km, 3-4 km les bords de cette rive du Lay, du Petit Lay, qui sont assez remarquables. C'est un endroit très pittoresque. Avec le label Petite Cité de Caractère, Mouchamps va alors bien évidemment accroître sa notoriété. On jette à présent un coup d'œil sur les rendez-vous de la semaine avec mercredi et jeudi prochain le Salon des entrepreneurs du Grand Ouest qui aura lieu à Nantes. 13 collectivités territoriales vendéennes seront présentes. Un rendez-vous annuel très attendu par les futurs dirigeants et créateurs d'entreprises puisqu'il permet de discuter notamment des meilleures stratégies et opportunités proposées par les communautés de communes des différents départements. La fin de la semaine sera également l'occasion de se mobiliser pour la banque alimentaire. Jusqu'à samedi, plusieurs collectes sont organisées à l'entrée de 150 grandes et moyennes surfaces du département. Tous les produits sont les bienvenus, des conserves, des plats préparés, du chocolat, du lait et bien d'autres encore. L'année dernière, près de 8400 personnes avaient bénéficié d'une aide mensuelle de la banque alimentaire. Un chiffre stable selon le président André Retailleau. Pour s'aérer l'esprit et le corps, mais aussi militer pour l'environnement à l'approche de la COP21. Une marche est organisée samedi prochain. Le rendez-vous est fixé à 15h à la place Napoléon. Et à l'origine de cet appel mondial, la coalition Climat 21 qui regroupe 130 associations en France, dont certaines vendéennes. Enfin, dimanche s'ouvriront les championnats du monde junior de tennis de table. Cette fin d'année 2015 est décidément très riche en sport au vent d'espace, avec dernièrement les championnats du monde de savate boxe française ou encore les internationaux de tennis. En lice pour cette compétition de tennis de table, 12 jeunes Français qui se confronteront à des champions venus de Suède, de Roumanie ou encore des pays d'Asie. Un petit tour du côté du ciel avant de refermer cette édition avec demain une matinée dans l'ensemble assez maussade avec de la grisaille et de l'humidité. Dans l'après-midi, de petites pluies qui s'installeront sur tout le territoire avec en prime quelques rafales de vent. Côté température, mieux vaut se couvrir. Les prévisions météo d'Armel Pavageau arrivent tout de suite après ce journal. Et pour finir sur une note de douceur, la famille TV Vendée s'agrandit. Félicitations à notre journaliste Pierre Dalicieux. Lui et sa femme Domiti sont les heureux parents d'un petit Marceau né samedi. On leur souhaite bien évidemment le bonheur et le meilleur. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée.